En fait, on est tous constitués de schémas. Donc, il y a 18 schémas en tout. 18 schémas qui peuvent être sacrifice de soi, carence affective, abandon. Voilà, il y en a 18 comme ça qui sont développés surtout pendant l'enfance. Salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam, Sophia. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah, le podcast qui prend soin, Inch'Allah, de ta foi et de ta santé. Très contente de te recevoir dans cet épisode. Plaisir partagé. Je suis ravie Merci d'être aussi là. que tu m'aies invitée. Saba, est-ce que tu souhaites te présenter? Bah ouais, allez, bismillah. Bismillah. Moi, c'est Sabah. Je suis donc une femme musulmane de 37 ans. Je suis également maman. Je suis maman de trois Mashallah. enfants qui ont 13 ans, 10 ans et 4 ans, alhamdoulilah. À côté, on va dire, ou tout autour de ce rôle de femme et de mère, eh bien, j'ai mon activité professionnelle. Donc, je suis thérapeute, formée à la thérapie des schémas et hypnothérapeute. Donc, j'accompagne moi principalement les femmes autour de, je dirais, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie d'une femme, donc à travers des séances de psychothérapie. Et en parallèle de cela, je dirais que je suis éternelle étudiante, donc éternelle étudiante de notre religion, de la langue arabe, de la psychologie aussi, parce que c'est un domaine très large et il y a beaucoup, beaucoup à savoir, donc je crois que ça prend toute une vie pour se former en réalité. Euh, et pas mal active aussi auprès d'associations en tant que bénévole. Donc, association de soutien à l'allaitement pour les mamans qui ont le projet d'allaiter leur bébé. Et ça fait un bon moment que je fais ça maintenant. Et aussi auprès d'associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, une cause qui me tient à cœur aussi. Et entre autres Mashallah. choses. Ouais, ça fait une vie bien remplie, mais alhamdoulilah, Allah me permet de faire tout ça, alors on y va. Alhamdoulilah. Ah, c'est super intéressant. Du coup, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai déjà envie de rebondir. Ça pourra peut-être prendre plusieurs épisodes alors. Ouais, Inch'Allah. Il n'y a aucun Euh, problème, on serait ravis. la première chose que je voulais te demander, dans ce que tu as dit, c'est quoi la thérapie des schémas? C'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Ok. On va dire que c'est un peu la dernière vague des TCC. Peut-être que tu connais mieux les TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une thérapie qui a été reconnue comme étant vraiment efficace par l'OMS, donc pratiquée par les psychologues surtout. Et donc la thérapie des schémas, on va dire qu'on... Alors je vais essayer de faire grosso modo, hein, de vulgariser le truc. En fait, on est tous constitués de schémas. Donc, il y a 18 schémas en tout. 18 schémas qui peuvent être sacrifice de soi, carence affective, abandon. Voilà, il y en a 18 comme ça qui sont développés surtout pendant l'enfance. Donc, de la toute petite enfance, 0-2 ans, avec les schémas dits primaires, et ensuite avec les schémas dits secondaires jusqu'à l'adolescence. Et c'est surtout des moments où on avait certains besoins en tant qu'enfant qui n'ont pas été comblés par nos figures d'attachement principales. D'accord. Et ça va venir générer des schémas. Et de ces schémas-là vont être générés des comportements qui vont être efficaces et nécessaires au moment où on est enfant parce qu'on n'a pas d'autres ressources. Mais à l'âge adulte, on continue souvent à avoir des comportements qui ne sont plus adaptés. Euh, et on travaille là-dessus. Donc, en tant qu'adulte, comment mobiliser les ressources que l'on a, du coup, hein, puisqu'on n'est plus enfant, et comment modifier, faire évoluer ces comportements qui nous font souffrir dans le présent et qui font parfois souffrir aussi l'entourage. Ok, C'est assez vaste dit comme ça, mais c'est voilà, c'est l'attachement. C'est beaucoup, on travaille beaucoup avec l'attachement pendant l'enfance. ok, super intéressant. Du coup, en gros, c'est des mécanismes qu'on met en place en réponse à ce qui a pu nous arriver dans l'enfance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, des mécanismes de défense en quelque sorte à ce moment-là. Sauf que ça génère des croyances, tu vois, des croyances du genre, bah moi, c'est personne ne m'aime de toute façon, ou alors les autres me jugent. Et de ces croyances-là, forcément, ça va générer certains types de comportements. Notamment, si une femme me dit, bah moi, c'est sûr, personne ne m'aime, Hmm. elle aura un certain comportement quand elle est dans un lieu avec des gens autour d'elle. Peut-être qu'elle sera très isolée, très fermée sur elle-même. Et donc forcément, ça, ben, les gens vont pas forcément venir vers elle et ça va venir renforcer sa croyance que personne ne l'aime. Donc on vient un petit peu modifier tout ce qui se passe d'un point de vue cognitif et voilà, tout ce qui a été généré de ces besoins qui n'ont pas été comblés et parfois même de traumatismes vécus pendant l'enfance. Ah, c'est passionnant.
En plus, c'est rigolo parce que je travaille un peu sur ça en ce moment. Enfin, je travaille sur Ah YouTube, ouais? je me documente Ouais, sur YouTube, etc. Sur justement la visualisation, les pensées positives et les croyances en fait qu'on peut avoir, les croyances limitantes. Et moi, je faisais de l'équitation quand j'étais petite. Du coup, je prends cet exemple du... Tu sais, on te dit souvent quand tu es à cheval, tu vas là où tu regardes. Si tu d'accord, regardes le ouais. sol, tu vas tomber. On dit tout le temps, ne regarde jamais le sol quand tu es sur un cheval, tu vas tomber. Et en fait, je trouve que c'est une bonne image, j'ai l'impression, justement de l'impact de nos croyances et de notre façon de voir le monde sur notre Ouais. vie au quotidien. C'est vrai, ouais, tout est perception finalement. Toi, tu auras une vision de certaines choses où il y a des choses qui vont venir à toi, des stimuli extérieurs qui vont venir à toi, tu vas les interpréter d'une certaine façon, alors que moi, non, pas du tout, en fonction de comment j'ai grandi, dans quel environnement, ce que j'ai vécu, mes expériences, etc. Complètement. Après, souvent, ce sont des croyances tellement ancrées, profondément ancrées, qu'il ne suffit pas d'avoir des visualisations positives ou des affirmations positives comme on peut le voir, ça peut aider, ce sont des outils. Mais la thérapie, c'est vraiment aller creuser à partir de quand j'ai appris, mon cerveau a appris à faire comme ça en fait. Depuis quand, qu'est-ce qui a généré ça? Et comment on va pouvoir s'apporter cette réassurance dont on n'a pas bénéficié quand on était enfant. C'est vraiment ce travail-là qu'on fait. Ça a l'air passionnant. Tu as des Ouais, dispos ouais. dans ton planning les prochains mois ou... Ouais. Mais il y a plein de consoeurs formés à ça, plein de collègues formés à ça, alhamdoulilah, et à d'autres approches, hein. Chacune doit prendre l'approche qui lui convient. Hmm. Mais oui, oui, c'est passionnant. Moi, je me suis intéressée rapidement et j'ai voulu m'y former absolument parce que je sentais que c'était un outil qui allait être très utile aux femmes que j'accompagne en thérapie. Hmm. Et à Et- moi-même d'ailleurs, hein, parce que quand j'accompagne les femmes, c'est des choses que j'ai testées avant tout sur moi-même, puisque moi aussi je suis en thérapie. hmm. En plus, c'est l'objet d'un dernier post que j'avais fait, où souvent les femmes, c'est pas pour rien qu'on fait les métiers qu'on fait actuellement, tu vois, que ce soit pharmacienne, C'est clair. étrangemment ou pas du tout étrangemment, en fait, c'est pas du tout un hasard. Beaucoup de femmes que j'accompagne sont issues du secteur médical. Elles Ok. sont soit infirmières, soit médecins, ou aides-soignantes, et puis la pharmacie, enfin, tout ce qui est aussi le travail que tu fais. C'est pas pour rien qu'on choisit ces métiers-là. Et même le métier de psychologue ou psychopraticienne, thérapeute, etc., c'est que on a cette volonté d'aider les autres. Et pourquoi elle vient d'où cette volonté, tu vois? Souvent, c'est une aide qu'on aurait voulu bénéficier soi-même. Super intéressant. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'interprétation, et c'est vrai que je me suis fait la remarque, parfois il y a des choses qui t'arrivent et tu le prends comme tel, tu l'interprètes comme tel, et en fait c'est vraiment quelque chose de subjectif. Tu vas raconter ton histoire à quelqu'un, il va te dire, mais moi je vois pas du tout les mêmes signes que toi, ou j'interprète pas ça pareil. Et je pense Hmm. que c'est important de garder en tête que ça ne reste qu'une interprétation, et qu'il faut pas justement ouais, s'enfermer dans un seul type d'interprétation et de tout le temps se dire, par exemple, comme tu disais, bah, je ne suis pas digne d'aimer. Donc chaque interaction que je vais avoir avec une personne, la personne va me dire telle chose, je vais tout de suite l'interpréter dans cette personne ne m'aime pas parce que je ne suis pas digne d'être aimée, etc. Ouais, 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 tout à fait. Et même, et cette perception, peut-être même qu'elle change au cours de notre propre vie selon les épreuves auxquelles on fait face, selon la vulnérabilité dans laquelle on est. Puis en plus, en tant que femme, tu sais, on est cyclique. Alors, selon quelle période on est dans notre cycle menstruel, notre peut-être susceptibilité à ce moment-là, ouais, Mm. clairement, clairement, ouais. Ouais. Quels sont les schémas ou les croyances un peu limitantes que tu retrouves le plus dans tes patientes qui sont du coup des femmes musulmanes? Tu travailles qu'avec des femmes musulmanes ou pas? Alors, je travaille beaucoup avec les femmes musulmanes Ok. parce que je les attire, sûrement. Mm, Mais en mm. réalité, je suis ouverte à toutes les femmes, Ok. peu importe leur croyance, leur origine, voilà, leur statut, peu importe. Mais effectivement, la majorité sont des femmes musulmanes. Euh, alors, quels sont les schémas prédominants que je retrouve, c'est ça, chez la Mm, plupart des femmes que j'accompagne? Honnêtement, ça varie, vraiment. Ça varie énormément. Mais c'est vrai que dans la communauté, et quand je dis la communauté, en réalité, c'est même pas que chez les Maghrébins, tu vois, parce que il y a même des femmes africaines ou même d'ailleurs, hein, mais je sais pas, c'est assez présent ce sacrifice de soi en tant que femme. Le sacrifice de mm. soi et même une inhibition émotionnelle, c'est-à-dire
je n'écoute pas tellement mes émotions, je n'y prête pas attention parce que soit elles sont pas importantes, soit parce qu'elles me feront trop peur, ou soit parce que c'est un sujet tabou, parce que je n'ai jamais appris à le faire. Du coup, je vais aider les autres. Tu vois, beaucoup de femmes qui sont dans l'aide, dans l'ouverture aux autres, pas toutes, hein, vraiment, mais en majorité, peut-être que on retrouve plutôt ces schémas-là, effectivement. Bah, je pense que je m'étais un peu questionnée là-dessus parce que c'est vrai que quand on est, par exemple, une mère ou une épouse, ce qui n'est pas mon cas, dans les deux cas, mais je me dis, On te l'accorde, Inch'Allah. eh oui, merci. Mais tu sais, on a cette idée-là un peu de, surtout dans la religion, c'est une bonne action quand tu donnes à ton mari ou à tes enfants, quand tu passes du temps, Mm. etc. Tu fais une bonne action, donc tu le fais aussi pour Allah. Mais j'avais discuté avec une sœur qui me disait que en réalité, tes enfants et ton mariage ne peuvent aller bien que si toi tu vas bien. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Ouais, complètement. Ouais, ouais, tu soulignes quelque chose de très juste. Et ça semble être évident, en fait, quand on le dit. Mm. Évidemment qu'on peut aider les autres que quand, ou alors subvenir aux besoins de d'autres personnes que quand nous-mêmes, on est suffisant déjà pour soi. Euh, Oui, c'est vrai. Évidemment, mais sauf quand on n'a pas appris à faire ça, comment on fait? Tu vois, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, spontanément. On a vu peut-être, beaucoup de familles ont vu leur propre mère être dans le sacrifice, rester dans un couple peut-être même dysfonctionnel, pour l'excuse, je reste pour mes enfants. Je sais pas, c'est un exemple hein, qui me vient là comme ça. Mais tu vois, juste ça, bah, quel message ça vient envoyer aux enfants? C'est bah, ma mère, elle s'est sacrifiée, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je me suis identifiée à ma mère, elle m'a bien éduquée, etc., quand ça se passe bien en tout cas. Donc aujourd'hui, bah, moi aussi, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis même quand une jeune fille va se marier, souvent on lui dit, bah, c'est ton mari, en gros, tais-toi, quoi. Tu le suis et puis patiente, patiente. Ça revient beaucoup aussi. Sois patiente. D'accord, mais, mais à un moment donné, quand on se sent pas bien, quand on est en souffrance, il faut s'écouter aussi. Et on va rendre des comptes sur comment on a pris soin de son corps, donc comment on a pris soin de sa santé physique et comment on a pris soin de sa santé mentale. C'est une MNA en fait, Allah nous le confie. On est la plupart du temps hein, en bonne santé. Je ne parle pas des personnes qui ont des maladies chroniques ou autres. Voilà, c'est une épreuve qu'Allah leur envoie certainement. Mais dans le cas où voilà, on est né comme ça en bonne santé et qu'on se laisse aller, qu'on ne fait jamais d'activité physique, on s'en fiche en fait de notre santé mentale ou autre, évidemment qu'on va rendre des comptes là-dessus. Et c'est difficile. Et les enfants, on est un exemple pour eux, clairement. C'est vrai Un aussi. enfant qui voit sa mère prendre soin d'elle, il va vouloir faire pareil plus tard. Mm. Donc c'est un bel exemple finalement et un bel héritage qu'on leur laisse. Ouais. Après, on peut, ça ne veut pas dire c'est pas de l'égoïsme, hein, ça ne veut pas dire qu'on prend soin de soi et donc les autres ne comptent plus du tout. Au contraire, euh, ça peut être une baraka d'Allah, donc on le fait dans l'intention de satisfaire Allah. Donc je cuisine pour mon foyer pour satisfaire Allah. J'ai des hasanats comme ça, tu vois. Si tu places à chaque fois l'intention de satisfaire ton créateur, bah, alhamdoulilah, tu as des hasanats dans tout ce que tu fais. Je fais le ménage dans mon foyer pour que ce soit propre et que ma famille se sente bien, et moi la première. Je le fais dans cette intention-là pour satisfaire mon créateur, et bah, hasanat, on a un jackpot de hasanat quand on prend soin de soi et quand on prend soin des autres finalement. Mais c'est soi d'abord. C'est vrai qu'on entend souvent ça, le fait de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son mari, etc. pour Allah, mais pas beaucoup. On n'entend pas souvent de prendre soin de soi vraiment également pour Allah. Ouais, c'est vrai. Je pense que notre génération, on est un peu en train de revendiquer ça aussi, en fait. J'ai l'impression par rapport peut-être aux générations d'avant. Ouais, alhamdoulilah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Notamment, je sais pas si tu écoutes les podcasts de Zainab, ou c'est de Zainab, Coran de mon cœur. Oui, oui, oui. C'est vrai que moi aussi, j'ai appris énormément de choses avec elle et elle en parle. Et puis aussi une autre sœur euh, avec Miracle Fajal, où tu vois, elle en Mm, parle beaucoup de ça. Et c'est vrai que ce sont des enseignements et la jeune génération écoute les podcasts, elle consomme ce format-là. Donc, alhamdoulilah, si ça peut changer à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Ouais, tu as raison. Peut-être que ça prend un tournant différent. Mais après, les anciens, ils avaient d'autres préoccupations aussi. Il y mm. avait des priorités, en fait. Oui, oui. Aujourd'hui, si on peut se permettre de prendre soin de sa santé mentale, c'est que matériellement, on peut le faire.
C'est vrai. Il Ouais. faut avoir déjà un certain confort matériel, qu'on puisse subvenir à nos besoins, c'est-à-dire manger à sa faim, boire à sa soif, se loger, etc. Si on n'a pas ça, on ne peut pas prendre de soin de sa santé mentale. C'est pas possible. C'est pas une priorité pour le corps. Mm, mm. Oui, c'est vrai, Donc je nos sais pas parents, où arrive comment- le soin de sa santé mentale dans la pyramide de Maslow, là, tu sais, la pyramide des besoins. ouais, ça vient bien haut. Ouais, Ok. ouais. C'est Ok. ça. Je fais référence à cette pyramide-là, tout à fait. Ça, c'est pas là tout de suite. Donc ouais, il y a des choses déjà à valider, mais alhamdoulilah, pour la plupart, c'est le cas Oui, aujourd'hui. alhamdoulilah. Et c'est intéressant ce que tu as dit aussi quand tu as dit que finalement, en prenant soin de soi en tant que mère, on apprend à nos enfants à prendre soin d'eux-mêmes aussi. Hmm, tout à fait. Et Et on j'ai apprend. beaucoup de mamans Mm, en thérapie qui me disent, mais moi, j'en peux plus, je déborde émotionnellement, que ce soit avec mon mari, je suis tout le temps en colère, en train de crier. Mes enfants, n'en parlons pas, j'ai l'impression d'être la pire des mères, et puis elles se jugent elles-mêmes, et leur estime d'elles-mêmes, elle diminue, parce que du coup, elles n'arrivent pas à sortir de ce comportement-là, tu vois. mm, Bon, là, il y a un travail à faire de comment elles ont appris aussi à être comme ça, mais aussi le fait qu'elles fassent ce travail-là sur la régulation émotionnelle, ça va être bénéfique. Alors d'abord à elles-mêmes, parce qu'elles vont se sentir peut-être plus apaisées, mais aussi pour leurs enfants. Parce que les enfants, on apprend enfant à réguler ses émotions normalement. Là, j'ai écouté une vidéo ce matin et elle disait que, en fait, en prenant soin de soi, tu éduques aussi les gens sur la manière dont ils doivent se comporter avec toi. Je suis complètement d'accord. Peut-être que j'ai pas bien compris. Moi, je dirais pas qu'il faut éduquer les autres à prendre soin de nous parce qu'on peut rien attendre des autres en fait. Déjà, il faut apprendre soi-même à prendre soin de soi. C'est pas facile comme on disait, donc c'est quand même un truc. Et à partir du moment où effectivement on prend soin de soi, et déjà qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de ça? Mm. Ça peut être flou hein, chez certaines personnes. Est-ce que c'est aller chez le coiffeur? Est-ce que c'est aller se faire masser? C'est pas que ça. Là, on parle vraiment de prendre soin de soi à l'intérieur, ce qui n'est pas visible en fait, Oui, c'est vrai, d'un t'as point raison. de vue psychique et d'un point de vue physique, mais au niveau du cardio ou je sais pas, ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est ça, prendre soin de soi. Après, massage et tout, c'est du bonus, on va dire. Donc, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là pour soi-même, c'est qu'on n'autorise pas les autres à nous marcher dessus, en fait. Tu Mm. vois, c'est plutôt ça. C'est Ok. donc effectivement, oui, ça peut être une sorte d'éducation inconsciente. Donc les autres vont voir que tu prends soin de toi, ils vont pas se permettre de mal te traiter, mais de toute façon, tu ne le permettras pas, c'est pas possible. Oui, tu poseras tes limites d'emblée. Exactement, tu as des limites et souvent bah, beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est vrai qu'il y a cette problématique-là de je ne sais pas comment poser mes limites, je ne sais pas faire. Moi qui suis dans le sacrifice de soi, je ne sais pas où sont mes limites. Je dis oui souvent, je ne sais pas dire non, je culpabilise si je dis non, mais c'est parce que je me connais pas bien moi-même déjà. Je sais même pas c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, comment faire. Mm. Se poser des limites, ça veut dire qu'on se connaît bien. Déjà, la première étape, c'est apprendre à se connaître. On nous l'a pas forcément permis quand on était enfant. Surtout les aînés d'une fratrie qui ont dû s'occuper très vite des petits frères et sœurs et qui avaient beaucoup de responsabilités. On leur a pas laissé le temps d'être des enfants et donc d'avoir ce cheminement, ce processus de connaissance de soi, tu vois. Ouais, c'est très beau. Et, euh, et même moi qui ai grandi dans une famille française athée, Ouais. je trouve qu'à l'école, etc., enfin, on attend quand même d'une fille qu'elle soit polie, qu'elle soit gentille, qu'elle soit... Le fait de dire non, c'est quand même assez mal vu. Donc c'est vrai qu'on nous apprend pas à nous affirmer, etc. On va plus nous apprendre euh, voilà, à être poli, à être gentil, à pas faire de vagues, etc. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, ce que tu dis, c'est que ça s'arrête pas qu'à la communauté maghrébine, voilà, mais Oui, que c'est ça, finalement, ouais. c'est Ouais. les filles, les femmes, quoi, même déjà quand on est enfant. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est assez présent. Après l'école, aujourd'hui, bon, peut-être que ça change, mais on nous apprend à pas faire de vagues, ouais, ça, Alors, évidemment, si on se réfère d'un point de vue islam, Mhm. que nous enseigne notre religion, donc oui, il y a cette pudeur à avoir et puis cette discrétion qui est une valeur importante, et en même temps, de savoir ce qu'on veut. Si on regarde les épouses du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était parmi elles des femmes de caractère aussi, qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds. Donc oui, ce sont des exemples à prendre. On bénéficie de ces enseignements-là en apprenant un petit peu plus.
C'est un bon rappel. Merci de ce rappel. Bah, c'est un rappel pour moi-même. Tout ce que je dis d'ailleurs là, c'est valable pour moi-même la première, hein. Je suis loin d'être parfaite, ça n'existe pas. Je suis loin d'être 100% sereine, ça aussi, ça n'existe pas. Je le rappelle quand même, c'est important. Oui, bien sûr, t'as raison, mais oui, c'est moi je le sais parce que quand je fais des podcasts, quand je fais des rappels, c'est clairement pour moi aussi, non? Mais bah oui, bien sûr, c'est avant tout pour soi et pour tout le monde, ouais. Ok, bah écoute, on a fait toute cette conversation sur un point de ta présentation. On a Dis-moi. parlé du soutien allaitement. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que déjà de un, on connaît aujourd'hui de plus en plus scientifiquement les bienfaits de l'allaitement. Hmm. Bien que dans le Coran c'était déjà écrit, mais en tout cas Ouais, la science l'appuie aujourd'hui. Même l'OMS nous conseille d'allaiter jusqu'à 2 ans, donc c'est ce qui a écrit également dans le Coran. ouais, Donc ça, absolument, subhanallah. Ouais. subhanallah. Et à la fois, je trouve ça super intéressant que tu fasses un pôle entre guillemets soutien, parce que c'est vrai que l'allaitement, souvent c'est vendu comme quelque chose de facile. Et moi j'ai découvert avec ma cousine qui a eu des enfants assez tôt, qu'elle a les préserve, Inch'Allah. Amen. J'ai découvert que c'était pas si évident et pas si facile pour tout le monde en fait. Hmm. Tout à fait. Ah oui. Bah, écoute, ça fait combien de temps que je fais ça maintenant? Ça va faire depuis la naissance de mon deuxième, il a 10 ans. Donc ça fait 10 ans maintenant que je fais ça. Euh, et oui, ça me passionne l'allaitement. Bah, déjà parce que j'avais allaité ma première et puis j'ai continué. Mais effectivement, aujourd'hui, dans notre société, on a perdu la culture de l'allaitement. Mm, Depuis quelques années, hein, depuis notamment les années 60. Je ne vais pas approfondir ce sujet-là, mais il y a eu une très très grosse propagande Nestlé pour vendre les préparations commerciales pour nourrissons, donc le lait ok. industriel d'aujourd'hui. Et pour pouvoir vendre ce lait-là, qui quand même récoltait énormément d'argent pour eux, il a Mm, fallu dénigrer à un moment donné l'allaitement. Et ça a fonctionné. Et donc, encore aujourd'hui, on retrouve des mythes autour de l'allaitement qu'on essaye de déconstruire. Mais comme on a perdu la culture de l'allaitement, les femmes aujourd'hui, elles se trouvent démunies. Elles n'ont pas forcément beaucoup de femmes autour d'elles qui ont allaité, dont elles vont pouvoir recevoir du soutien bienveillant. mm, Et donc, ça peut être compliqué, effectivement. Donc, certes, comme tu le dis, c'est naturel et c'est censé être instinctif, mm, mais en réalité, il y a besoin de se former, en fait. Il y a besoin de se former, ne serait-ce que ben, comment, quel rythme a un bébé à l'été quand il vient de naître, à quelle fréquence est-ce qu'il doit téter. Moi, on m'avait pas dit pour ma première que ma fille, elle allait téter toutes les demi-heures. Moi, je croyais que c'était toutes les 3 heures, comme je l'avais lu. Bah, du coup, tu te retrouves hyper déconcerté, tu comprends rien, tu te dis que tu fais pas bien les choses, que ton bébé a un problème, ou alors que c'est toi. Et ça, c'est difficile. Et quand on manque d'accompagnement, c'est difficile aujourd'hui, quand on rencontre des difficultés, de mener à bien son allaitement. Donc, il y a besoin de ce soutien-là. Bah, c'est super intéressant et bah merci du coup de le proposer ce soutien. Ouais, bah, écoute, c'est avec plaisir. Pour l'instant, c'est vrai que je le fais surtout bénévolement. Après, Mm. je me rends compte que le bénévolat a des limites, donc à voir, parce qu'on me le demande souvent pour un accompagnement peut-être autre que bénévole, pour pouvoir me rendre au domicile des mères et proposer encore autre chose de plus personnalisé. Mais en tout cas, déjà bénévolement, il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui. C'est super. Bah c'est intéressant de voir que effectivement pour de l'argent finalement, c'est une marque qui consciemment a fait changer la mentalité des gens, etc. Ouais. Pour Bah quelques oui, mais années, aujourd'hui, en fait, il n'y a que de ça aujourd'hui, si on regarde bien. Le marketing nous fait vendre des choses ou acheter des choses à nous plutôt consommateurs dont on n'a pas besoin et qui sont peut-être délétères pour notre santé. Une mère, elle a tout ce qu'il faut pour son bébé. Le lait maternel, comme tu le dis, c'est reconnu aujourd'hui, c'est indéniable, c'est le meilleur lait pour un bébé. mm, Après, bah, il y a des femmes qui peuvent rencontrer des difficultés à l'allaitement, mais bien souvent, on trouve des solutions. Il y a un très petit pourcentage de mères qui ne peuvent pas allaiter. On s'en rend compte souvent avant, pendant la grossesse, des femmes qui n'ont pas du tout de glande mammaire, par exemple. ok. Donc même depuis l'adolescence, on peut s'en rendre compte de ça. Ou alors des femmes qui ont certaines maladies. Mais sinon, une femme qui me dit, bah moi, j'avais pas de lait, c'est comme ça. On essaye de creuser. Et en fait, non, c'est pas qu'elle avait pas de lait. C'est que le lait qui était disponible dans ses seins, son bébé n'arrivait pas à le prendre. Il n'arrivait pas à l'extraire pour plein de raisons différentes. Donc on creuse ça ensemble, tu vois. Et puis le soutien moral, il est important dans cette période de grande vulnérabilité. Bon, je pensais pas que j'allais parler d'allaitement aujourd'hui.
Mais moi, si c'est un sujet qui intéresse les personnes qui écoutent ton podcast, bah écoute, tant mieux. Mais il faut pas rester seul en tout cas. Il faut se renseigner, il faut se former pendant la grossesse. Moi, l'association pour laquelle j'œuvre depuis un moment maintenant, elle s'appelle la Leche League. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Ok, souvent quand on est maman, voilà, on se renseigne, donc on apprend. C'est une association internationale de soutien à l'allaitement, la plus grosse qui puisse exister et qui travaille étroitement avec l'OMS et l'UNICEF. Donc ce sont des sources sûres, donc n'allez pas vous renseigner n'importe où. Vous avez des bénévoles que vous pouvez avoir au bout du fil, il faut les appeler et il ne faut pas rester comme ça toute seule dans ce gros projet qui est très beau. Parfois, certaines femmes pensent qu'elles n'ont pas de lait ou que voilà, ça fonctionne pas. Et Ah est-ce que ouais, ça arrive que en fait c'était un ouais, blocage psychologique qui empêchait l'allaitement de se absolument. passer bien? Absolument, ça fonctionne ensemble. Quand le bébé est en train de téter, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a plein de vidéos qui ont été faites et qui ont beaucoup circulé, notamment sur les réseaux sociaux, où on a des schémas de le bébé, là, il est en train de téter. Donc qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça va libérer plein d'hormones chez la mère, Mhm. et notamment une information qui va remonter jusqu'au cerveau et donc libérer cette hormone, donc la fameuse L'ocytocine? ocytocine dont on a Ouais. besoin, c'est ça, pour l'éjection du lait. Et donc, cette fameuse hormone, on l'a que si on se sent bien. Et que tu vois, c'est souvent le cas quand on a son bébé près de soi, on sent son odeur, on le regarde téter avec beaucoup d'amour, etc. Donc, ça facilite cette L'attachement ocytocine en qui est là plus. pour l'éjection du lait. Comment? C'est l'hormone de l'attachement qui permet Alors, on dit que c'est l'attachement aussi, une non? hormone, ouais, du plaisir, du bien-être, oui, Ok. et qui favorise l'attachement, effectivement, bien sûr. Et d'ailleurs, l'allaitement favorise le maternage, la proximité avec son bébé, évidemment. Donc, à partir de là, effectivement, une maman à qui on va dire, et c'est ce qui s'est passé pendant la fameuse propagande Nestlé, votre lait n'est pas assez nourrissant. On va devoir l'analyser, voir de quoi il est constitué. Donc, attention, regardez, nous, on a du lait, là, regardez les bébés qui boivent ce lait-là, ils sont en pleine forme, ils sont potelés et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une maman qui n'est pas renseignée? Mon lait, il n'est pas assez nourrissant, peut-être que j'en ai pas assez. Ou alors, à partir du moment où la mère, elle croit qu'elle n'a pas assez de lait, il va y avoir un blocage au niveau du réflexe d'éjection. Et effectivement, elle va manquer de lait pour son bébé. Donc oui, il y a un lien forcément. Une mère qui subit un choc émotionnel, ça peut arriver qu'elle ait une baisse de lactation aussi. Mais rien n'est irréversible, c'est ce qui est beau avec l'allaitement. C'est qu'à chaque fois, il y a moyen de rebooster la lactation. D'ailleurs, j'accompagne des allaitements, des lactations induites. Et pour dire que si déjà comme ça fonctionne, bah, que dire des mères qui viennent de donner naissance à leur bébé et dont le corps a tout fait pour pouvoir produire du lait. Mais parfois, voilà, il y a besoin de ce soutien. Encore une fois, on parle de soutien émotionnel, soutien physique, soutien mental. C'est important. Pas Non, pour tout le monde, hein, là. mais ouais. On en revient à ce que tu disais au début sur le cerveau et le fait en fait, l'importance de nos croyances, et etc., quoi. Ouais, c'est vrai. Complètement. Complètement. Et des fois, en exercice de visualisation, j'aime bien proposer aux mères qui n'arrivent pas à tirer leur lait, tu vois, pour plein de raisons différentes, de visualiser le parcours qui est en train de faire le lait dans les seins. Donc pour ça, il faut bien connaître un peu la structure du sein. Donc L'anatomie. imaginez les alvéoles, les canaux lactifères et puis le lait qui sort en abondance. Enfin, vraiment, c'est une fontaine. Et souvent, ça fonctionne. Donc ouais, ouais, tu as raison. Ce canal-là. C'est carrément bénéfique et en lien. La visualisation, c'est un outil qui est puissant. Moi, je me souviens, quand j'étais un peu en difficulté scolaire pendant le début de mes études, j'ai j'ai fait un épisode où je parle de ça, mais je me suis posée un moment et j'ai fait... À chaque fois, j'avais des doutes sur ma capacité à bien réviser, à avoir des bons résultats et à passer mon année. Je me prenais 5 minutes et je me visualisais en train de bien travailler, en train d'être au partiel et de réussir mon partiel. Et après, la troisième étape, je m'imaginais en train de recevoir ma note et d'avoir une super bonne note. Et Ah vraiment, ce ouais, bien. canal-là, à partir de ce moment-là, j'étais en difficulté un peu, enfin, oui, j'étais en difficulté avant ça. Après, j'ai plus jamais eu de rattrapage. J'ai eu que des bonnes notes et j'ai validé toutes mes années sans Ah souci. ouais, ok. Ça a Et vraiment fait un toi-même, tu t'es déclic. dit que tu allais faire ça Pardon? toute seule, instinctivement, tu as fait ça sans forcément te renseigner Non, en fait, avant sur... j'avais ma meilleure amie d'enfance qui, elle, est en médecine. D'accord. Et en fait, je l'avais appelée, je lui avais dit, mais t'as pas peur de rater tes partiels? Parce qu'elle, elle réussissait tous ses partiels facilement.
Hmm. Et je me souviens qu'au collège, lycée, on avait les mêmes notes, on avait les mêmes facilités. Et là, je voyais vraiment l'écart entre elle et moi, elle qui continuait de réussir et moi qui étais dans l'échec. Et du coup, dès que j'avais un partiel, j'étais dans la peur. J'étais Hmm. tétanisée, voilà. Et je lui dis, mais t'as pas peur, toi, de rater ton année, rater tes partiels? Elle m'a dit, bah non. Là, j'ai dit, mais comment ça? Je savais même pas que c'était possible de pas avoir peur de rater. Et Elle m'a dit, bah j'ai jamais raté, voilà, donc je travaille, après, j'y elle vais. bosse, elle se dit qu'il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc j'ai raté quelque chose parce que je suis passée de comme elle avant à maintenant terrorisée à l'idée de rater. Et Hmm. ça peut pas être anodin dans le fait que j'ai cette croyance-là et au final, bah, je me plante. Donc je me suis dit, il faut que je fasse, non, il faut que je la retrouve dans elle, sa capacité à y croire et à y réussir. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Alhamdoulilah, donc Alhamdoulilah, franchement, bravo d'avoir pu trouver une solution déjà pour toi-même comme ça, toute seule. Et tu sais, c'est un peu ce qu'on fait en thérapie des schémas et en hypnose aussi. En hypnose, on utilise énormément la visualisation parce que euh, en modifié de conscience, le cerveau, c'est pas tellement faire une grande différence entre ce qu'il a réellement expérimenté et quelque chose qu'il a pu visualiser dans cet état-là. Donc, bah, on en tire des bénéfices. oui, c'est clair. Mais j'avais vu une expérience où je crois que le patient pensait à une pomme. Le fait qu'il pense à une pomme ou qu'il voit une pomme, c'était la même zone cérébrale qui était activée. Et c'est là où ils se sont rendus compte à quel point la pensée était, Elle c'était était vraiment puissante, puissant en ouais. fait. Ouais, Mhm. Bah, machallah, c'est super intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. avec plaisir, Sophia. Que Dieu te facilite dans cette Amine, démarche-là et qui permette à toutes tes patientes et à toutes les femmes qui ont besoin bah, de trouver des réponses et de s'améliorer, Inch'Allah. Inch'Allah, je le souhaite aussi. Amine. Bon, j'espère que cet épisode, cette conversation a été un bien pour toi, que ça a été agréable et profitable. Avec Saba, on l'a continué pendant encore plus d'une heure et on a abordé le sujet pour lequel je l'avais contacté à la base. Un sujet que je trouve magnifique, plein de profondeur et passionnant. Ça sera pour le prochain épisode, Inch'Allah. Si jamais tu as une petite idée de ce que pourrait être ce sujet, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur YouTube, ça me ferait bien rigoler. Et si t'es un petit détective, il y a un indice sur Instagram. En tout cas, merci pour ton écoute. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux pays, donc welcome. Ça fait super plaisir. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur YouTube, un j'aime. Ça fait toujours hyper plaisir. Je lis tous les commentaires. Ça fait chaud au cœur et ça me motive. Et en plus de ça, ça aide au référencement et ça augmente la visibilité de la chaîne. Donc les podcasts vont être proposés à de nouvelles sœurs. Et ça permet, Inch'Allah, de transmettre le rire comme ça. N'hésite pas non plus à laisser la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Je pense que ça doit fonctionner un peu pareil. Et bien sûr, n'hésite pas à envoyer ces podcasts, cette chaîne, à tes personnes préférées si tu penses que ça peut leur être utile. En tout cas, merci pour tout. Je te souhaite le meilleur, que Dieu te facilite, qu'il te rapproche du bien, qu'il t'éloigne du mal, qu'il te protège et qu'il te guide, toi ainsi que tes proches. Prends bien soin de toi. On se retrouve dans le prochain épisode avec Saba, Inch'Allah. Et salam alaikum.